Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, au mois de décembre, je vous mettrai le lien dans la description. Je vous ai présenté un petit peu les grandes bases de la psychogénéalogie. Et aujourd'hui, je voulais m'attacher à la question des lieux. Parce que c'est souvent, bon, on présente le génosociogramme, hein, comme je l'ai fait précédemment, donc cet arbre avec les événements. Donc on parle beaucoup des dates, des événements, mais les lieux, je ne sais pas pourquoi la lumière bouge. Les lieux ont aussi une importance. Euh, c'est ces lieux qui nous habitent, alors les lieux que nous avons connus, mais aussi les lieux que nos ascendants ont connus et que nous ignorons, en tout cas consciemment, mais que nous portons encore en nous inconsciemment. Euh, on voit par exemple des situations de répétition tant que finalement quelque chose n'a pas été entre guillemets guéri. Alors ça peut être des répétitions qui sont relativement anodines. euh, c'est l'exemple d'une personne qui habite toujours dans une rue avec, euh, avec un nom de fleur, rue des Dahlias, euh, la roseraie, etc. Et, et en fait, c'est quelque part une loyauté à une mère qui est morte quand la personne était très jeune, et cette mère s'appelait Flore, hein. Voilà. Mais ça peut être déménager souvent et n'habiter qu'au numéro un à chaque fois. Alors on se dit, oh, c'est le hasard. Mais quand il y a beaucoup de répétitions, on est sans doute plus sur du hasard. Et il y a quelque chose dans l'histoire de cette personne, quand on creuse un peu, qui montre qu'elle ne vit que des commencements, des débuts de liaison amoureuse, des CDD très courts, des démissions. Enfin, c'est quelqu'un qui a du mal à s'inscrire dans la durée, à s'engager, etc. Donc ça aussi, ça se travaille. On voit les lieux de conception, par exemple, dans les familles qui sont fusionnelles, incestuelles, voire incestueuses, c'est difficile de concevoir des enfants en dehors du lieu de la famille, hein. Les enfants sont pas conçus l'été au camping ou en voyage ou à l'hôtel, pas du tout. Il faut que ça reste en famille. Les lieux de grossesse aussi qui peuvent se répéter, ou comme la mère, on va accoucher à la maison, comme la mère ou la grand-mère, ou on va être hospitalisé bien avant l'accouchement. Euh, on va accoucher à l'étranger prématurément, etc. Donc, des répétitions. Mais ça peut être des lieux de mariage, ça peut être des lieux de naissance, ça peut être des lieux de sépulture. Euh, alors, la sépulture, c'est intéressant, par exemple, de voir qui est où. Euh, Vous avez, par exemple, des couples où on s'entendait mal, enfin, le mari et la femme s'entendaient mal, mais sans en parler. Et le jour du décès du deuxième, on découvre que il avait surtout pas envie d'être enterré dans le même caveau que son conjoint précédemment décédé. Donc ça dit aussi des choses. Et tout ça, on se le entre guillemets traîne de génération en génération. L'absence de sépulture, ça peut peser aussi sur une histoire, hein. Les personnes qui sont mortes sur un champ de bataille, les personnes qui sont mortes dans des camps de travail, camps de concentration, etc. Les marins, hein, dont on n'a pas retrouvé le corps. Tout ça aussi, ça peut être lourd, et le découvrir, en parler, alors avec sa famille, avec un thérapeute, ça libère. Alors, qu'est-ce qu'on va étudier particulièrement en psychogénéalogie? Je comprends vraiment pas pourquoi. Bon, les variations. Alors, il y a le soleil qui se lève, c'est peut-être ça. Euh, Qu'est-ce qu'on va étudier particulièrement en psychogénéalogie?
ce sont déjà les fixités et les déplacements. Et je vous avais montré donc le sociogramme, pardon, qui est un arbre généalogique. Ce qui peut être très intéressant, surtout si vous avez des ascendants qui ont beaucoup bougé, déménagé, quitté des pays, etc. C'est de faire une cartographie. Vous prenez, alors selon les déplacements de vos parents, vous allez utiliser une carte de la région, une carte de France, une carte du monde, et vous notez les endroits qui ont été des lieux de vie. Vous avez par exemple certains qui sont partis faire leur service militaire en Allemagne, en Algérie. Euh, Ça peut être des expatriés, ça peut être des exils, ça peut être des nomades, etc. Donc, tracer, c'est un outil qui va être très intéressant. Il y a une emprise géographique qui peut exister, qui entraîne une fixité au lieu de vie. C'est-à-dire que tout, vous, à votre génération, à vous, tout va vous empêcher de partir. Et si vous arrivez à partir, vous revenez au point de départ, entre guillemets. Quelque chose qui retient. Et souvent, ce sont des familles qui sont presque des clans. On vit beaucoup entre soi, on se protège de l'extérieur. Alors, c'est pas un jugement de valeur. Très souvent, il y a eu quelque chose qui explique ça. Ça peut être, euh, Ça peut être des juifs dans un environnement antisémite, ça peut être des pieds noirs ou des harkis en Algérie, ça peut être tout simplement des protestants. Alors là, on remonte très 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 loin, mais bon, pendant les dragonnades sous Louis XIV, mais c'est il y a l'idée de se souder, de se réunir et de se s'ancrer là dans un milieu pour sauver sa peau quelque part. Sauf que vous, en 2025, vous n'avez plus besoin de sauver votre peau dans ce cadre-là. Mais vous avez cet héritage et ça vous conduit à ne pas pouvoir bouger. Alors ça peut être aussi tout simplement je sais pas moi, la mère était un peu toute puissante ou la grand-mère était toute puissante et puis elle était malade, donc il fallait pas la contredire, il fallait pas bouger, il fallait pas partir, il fallait pas faire ses études dans un autre département, il fallait pas déménager parce que il fallait rester. Ça peut être aussi des dysfonctionnements psychologiques, hein. Mais bon, quelque part, il y a l'idée de on ne bouge pas et c'est quelque chose qui reste. Heu, Vous pouvez l'observer vous, quand le fait que vous n'arrivez pas à déménager. Vous faites les démarches et ça ne marche jamais. Vous n'obtenez pas, vous visitez des logements, vous obtenez pas le logement, vous trouvez pas le déménageur, vous trouvez pas l'argent, vous trouvez pas le crédit immobilier, enfin bref, tout concourt à ce que vous ne puissiez pas déménager. Ça peut interroger quand même. Il y a des fixités qui sont des réponses à un événement, un déplacement imposé, voire traumatique. Donc, évidemment, vous avez les juifs, les tziganes, etc., dans les camps de camps de concentration, enfin les camps de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez les pieds noirs et harkis qui ont réintégré la métropole en 62 et après. Ça peut être les Irlandais pendant la Grande Famille, Grande Famille, pendant la Grande Famine, euh, vous savez, il y a la maladie de la pomme de terre, etc. Ça peut être plein de raisons, ou ça peut être un séisme, ça peut être euh, quelque chose qui a été vraiment puissant et qui a conduit la famille à être obligée, la famille ou certains membres importants de la famille à se déplacer. Et il y a quelque chose qui induit du coup la peur du déplacement. Vous avez aussi tous les lieux d'enfermement. C'est intéressant d'aller regarder les personnes qui ont été en prison, en camp de redressement, dans maison de redressement. Vous savez, les ados, enfin les enfants même,
heu, les personnes qui ont été en hôpital psychiatrique, les personnes qui ont été dans des sanatoriums, dans des casernes, dans des couvents, tout ça, ce sont des lieux où clos et quand il y a des clôtures, je dirais, ça peut se répéter. Alors différemment. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a été dans un camp, puis après quelqu'un qui a été au couvent et puis quelqu'un qui a été, hem, en prison et ça se répète. Heu il y a dans l'histoire quelque chose qui interdit l'ouverture à l'extérieur, soit parce que c'est perçu comme un danger, hein, par exemple pour le couvent, soit parce que euh, c'est une punition qui se répète. Et pour remettre du mouvement dans la généalogie, eh ben, il faut prendre du recul, remarquer ce qui bloque et puis travailler dessus. Et c'est ça qui va permettre de s'émanciper. Euh, Parce que quelquefois, alors là, je vous parle de choses assez tragiques, difficiles, mais ça peut être des petites choses. Je pense à une femme dont le père était routier. Ils étaient 3 enfants. Heu, Elle était la seule fille, 2 garçons, une fille et le père disait toujours: «Ah, c'est toi qui me ressembles, alors physiquement, mais aussi, dans ton caractère, on est pareil et cetera». Et elle n'est pas devenue routière. Elle a fait au contraire des études, de longues études, donc quelque part, elle «trahissait» entre guillemets le père puisqu'elle ne lui ressemblait plus. Et puis elle s'est mariée à un cadre supérieur. Et le cadre supérieur, qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Ben, il, il était constamment en expatriation. C'est-à-dire que elle s'est déplacée d'un pays à un autre. Elle était tout le temps en mouvement, comme son père. Donc, il y a comme ça des choses qui peuvent se répéter. Alors après, si elle aime l'expatriation, c'est pas un problème. Mais c'est important de savoir si on fait les choses pour soi ou on s'est fait les choses inconsciemment pour répondre à une espèce de, je vais pas dire une commande, mais une espèce d'injonction inconsciente familiale. Alors, on regarde les déplacements et les fixités. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est euh, les maisons, les lieux de vie. Regarder qui vit avec qui et comment. Euh, alors, il y a l'exemple typique de la mère qui a soit élevé seule un garçon, soit élevé un garçon avec un père qui était un peu falot, qui se manifestait pas, c'était la mère toute puissante qui décidait de tout. Et donc, euh, et le garçon le père meurt, ou le père était déjà absent, et puis il reste avec sa mère, et il reste ça me fait penser à la chanson d'Aznavour, qui, comme ils disent, qui vit avec sa mère, il vit avec maman, et il y a un empêchement finalement de construire sa vie, de partir, d'avoir son propre logement, d'être en couple, d'avoir des enfants, etc. Hem, et c'est intéressant de voir qui vit. Il y a des familles où on vit ensemble encore sur plusieurs générations. Il y a des familles où on dit, moi, les enfants à 18 ans, ils se débrouillent, ils partent de la famille. Ils se trouvent un travail, ils s'assument. C'est plus mon travail de parent. Il y a des familles où on fuit, hein, où on essaye de partir même très tôt, en apprentissage, en fuguant, parce que c'est insupportable. Donc, qu'est-ce qui vit avec qui? Est-ce qu'on loue ou est-ce qu'on achète? Ça permet de voir un petit peu ce qu'il en est de la fixité, de la capacité à s'engager, du rapport à la transmission. Est-ce que je transmets mon logement ou est-ce que, moi je pense à une personne, par exemple, heu, elle achète une maison, elle la retape, redécore et cetera. Puis 2, 3 ans plus tard, ça l'intéresse plus, elle passe à une autre. Elle est pas dans l'idée de: «Je vais avoir une maison que je vais transmettre à mes enfants et cetera», pas du tout. Elle est dans le besoin
transformer quelque chose et une fois que c'est transformé, elle a besoin de passer à autre chose. Ça, c'est aussi intéressant. Le rapport aussi à l'engagement, évidemment, le rapport à l'argent. Est-ce que on investit dans le logement? Est-ce qu'on s'endette pendant des années, heu, avec des traites, des crédits importants? Ou au contraire, est-ce que le logement, c'est juste un endroit, pour dormir et on n'y vit pas, hein? Je pense par exemple à certains logements, parisiens ou dans des grandes villes qui sont juste, qui sont tout petits, qui sont pas investis, qui sont juste là pour dormir parce que la personne finalement, elle vit à l'extérieur, travaille beaucoup, elle sort beaucoup, et cetera. Alors on va dire: «Bah oui, mais elle a pas besoin d'un logement parce qu'elle a ce mode de vie» ou elle a ce mode de vie parce qu'elle a ce logement. Enfin, c'est tout s'imbrique. Heu, on peut préférer l'ancien ou au contraire avoir besoin de construire du nouveau. Alors ça, c'est très, très, Hem, alors je vais pas dire symptomatique parce que ça donnerait l'idée d'une maladie et après tout chacun son choix, mais c'est intéressant et puis ça dépend aussi des périodes de vie. Il y a des périodes de vie où on va pouvoir préférer l'ancien, le charme de l'ancien. Il y a des périodes de vie où on va vouloir du nouveau. Alors du nouveau, peut-être pour échapper au dysfonctionnement de l'ancien, mais ça peut correspondre à une partie de sa vie où on a envie de neuf. Alors, même en tant que locataire, on a envie de neuf parce que dans sa vie, on a envie de repartir sur une nouvelle tranche, une nouvelle phase de vie. Hem, mais ça peut répondre aussi à, des choses, heu, alors j'ai l'exemple qui me vient d'une personne, le père était maçon, donc toute son enfance, son adolescence, bah, le père voilà, il construit, c'est son métier, il construit du neuf. Et il y a eu un besoin chez cette personne plus tard d'habiter justement dans des lieux euh, anciens. Elle était très bricoleuse, donc elle refaisait plein de choses, mais avec une espèce d'aversion pour le neuf qui, pour elle, était justement l'opposé de la transmission. Donc bon, je vais pas rentrer dans le détail de la relation au père, mais ça aussi, c'est intéressant à regarder. Après, vous avez les habitats nomades, les gens qui vivent en mobil-home. Alors, je parle pas évidemment des SDF, hein, je parle de gens qui ont les moyens financiers d'avoir un toit, un toit à eux, entre guillemets, même s'ils le louent. Euh, donc les habitats nomades. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellée en rédigeant ça, en rédigeant le synopsis de la vidéo. Ce sont les, les boomers, enfin les seniors d'aujourd'hui qui sont euh, d'anciens baby boomers et qui ont connu donc quand même une période, voilà, 30 glorieuses, une période de vie relativement stable, avec des CDI, avec des salaires corrects, qui ont vécu un certain confort, ils ont eu, voilà, ils ont acheté leur maison, enfin, etc. Et c'est parmi eux qu'on trouve le plus aujourd'hui de personnes qui vivent toute l'année ou une grande partie de l'année en camping-car. Pourquoi? Parce que c'est justement parce qu'ils ont été complètement, ils ont surinvesti la stabilité et l'habitat confortable, etc., que maintenant ils ont besoin, au contraire, de s'ouvrir. A contrario, vous pouvez avoir des gens qui ont vécu, je sais pas, des enfants de forains qui ont qu'une envie, c'est de s'acheter de se faire construire un pavillon à eux, qu'ils transmettront à leurs enfants. Euh, mais là aussi, c'est intéressant de voir. Alors, une fois qu'on a étudié la maison, on peut étudier l'aménagement du logement. Parce que l'espace intérieur euh, est, euh, est représentatif quand même souvent de son image. Enfin, non, on fait le logement à son image, même si on n'a pas beaucoup de moyens par le choix de couleurs, de bibelots, de coussins, de
par sa façon de faire le ménage, on dit des choses de soi. Hem, Par le rangement, le fouillis. Heu, Quand il y a beaucoup de fouillis, c'est que souvent qu'il y a du fouillis intérieur. On n'est pas c'est pas clair, on n'a pas éclairci des choses en soi. Mais au contraire, le besoin de rangement, moi je vois des intérieurs qui sont, on dirait presque des labos. Alors au nom du minimalisme, non pas que je sois contre le minimalisme, mais je suis contre tout ce enfin contre, entre guillemets, tout ce qui est poussé à outrance parce que quand c'est exagéré, c'est un petit peu problématique. Et donc, ces logements avec des personnes qui, on voit d'ailleurs, hein, il y a plein de vidéos pour comment faire le ménage, comment s'organiser, comment des gens qui vous disent, bon, ils travaillent, des femmes qui travaillent à l'extérieur et qui lavent les sols tous les jours. Je me dis, Heu, enfin le temps n'est pas extensible. Ça veut dire qu'elles travaillent et elles font du ménage. Après, le reste de leur vie, je sais pas si le reste de leur vie existe. Mais voilà, quand on est, trop dans le rangement et le ménage, c'est qu'il y a aussi quelque chose d'un peu chaotique à l'intérieur. Hem, Quand on amoncelle, les personnes qui disent, heu: «Je garde au cas où, je garde, ça pourrait servir». Alors, c'est vrai que moi j'avais une grand-mère qui disait ça, mais elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait ce reste de je garde, ça peut servir parce que pénurie, parce que restriction, parce que rationnement, etc. Excusez-moi, je suis un peu enrouée aujourd'hui. Euh, mais, mais en 2025, pour la majorité d'entre nous, quand même, il y a pas de pénurie dans les magasins, il y a pas de rationnement. Après, il y a des petits budgets, ça je suis d'accord, mais garder un vieux pull troué parce que ça peut servir, parce que le jour où on n'aura plus de pull, bah, je vais le raccommoder et je serai contente d'avoir un pull. En 2025, c'est un petit peu, ça dénote quelque chose une angoisse de manquer, une angoisse de perdre qui est problématique. Ben, pour le logement, quand on amoncelle pour le au cas où, j'ai vu passer des images de gens qui tricotent, qui font du crochet, etc., et qui ont des murs entiers, mais comme des bibliothèques de laine. Alors, euh, faire un pull, ça met un peu plus de temps que lire un livre. Pour utiliser toute cette laine, pour certains, il faut 15 ans, 20 ans, 40 ans. Je veux dire que c'est pas, c'est même plus la peur de manquer, c'est le besoin alors ça peut être le besoin de créer un mur, hein, une protection. En plus, la laine, il y a quelque chose de l'ordre de la ouate, quelque chose de l'ordre de presque de l'utérus, quoi. Mais après, chaque histoire est particulière. Donc ça, c'est intéressant. Voir quelles pièces sont inoccupées. Vous avez des gens qui vivent dans leur cuisine et qui utilisent pas du tout le salon, parce que le salon, c'est un endroit pour recevoir, c'est pas un endroit pour vivre, pour ces personnes-là, et que comme ces personnes ne reçoivent pas, elles vivent dans la cuisine. Vous avez une pièce, par exemple, quand il y a un enfant qui est décédé, la chambre qui reste telle quelle, qui n'est pas réinvestie, qui n'est pas réutilisée à un autre usage. Ça reste un espèce de musée de cet enfant, enfin enfant, quel que soit son âge, hein, au moment du décès. Mais bon, c'est toujours l'enfant du parent. Euh, donc ça aussi, ça interroge. Euh, Vous avez des pièces qui débordent d'objets, avec des bibelots partout, pourquoi? Qu'est-ce que ça dit? Alors, ça peut dire des choses comme, je j'ai pas eu de place dans la famille et là voilà, là je prends ma place. Voilà, je prends de l'espace. Mais ça peut être aussi, le besoin de marquer. Chaque objet, c'est un peu de moi
Et donc, voilà, j'étais invisible aux yeux des autres et maintenant je le suis. Ça peut être plein de choses, hein, c'est pas, je vais pas vous donner, c'est un peu comme les dictionnaires des rêves, on vous dit, vous avez vécu ça, si vous avez rêvé ça, ça veut dire ça. Ou les dictionnaires de décodage biologique des maladies, on vous dit si vous avez mal là, ça veut dire ça. Non, en psychologie, c'est un petit peu plus complexe et riche que cela. Et justement, c'est du sur-mesure, la psychologie. C'est pas du prêt-à-porter. Vous avez des lieux de conflit incessants, où il y a besoin de lutter finalement pour trouver, pour se faire accepter, pour préserver sa place. Alors c'est par exemple dans les fratries, des maisons des maisons de par exemple, de famille, des maisons de vacances, où finalement ce sont des théâtres de conflits perpétuels parce que tout le monde se sent obligé de venir l'été, et puis tous les vieux conflits de la fratrie qui ressortent. Ça peut être aussi des conflits adultes-ados, où l'ado cherche à s'affirmer, mais le parent cherche à rappeler que c'est quand même lui le chef de famille et que l'ado, ça reste un mineur et qu'il a des choses qu'il ne peut pas faire ou décider. Donc, et donc ces lieux de conflit qui peuvent se retrouver d'une génération à une autre. L'intérieur, c'est le soi, et l'extérieur, donc ça devient le logement, c'est-à-dire l'image que l'on donne aux autres et la place que l'on donne aux autres. Euh, et dans un logement, vous avez des pièces qui sont plus de l'ordre de l'intime, la chambre évidemment, la salle de bain, et puis des pièces qui sont plus de l'ordre du social, le salon, l'entrée, de plus en plus la cuisine, parce que euh, quand j'étais, ma génération, on a connu les pavillons où vous aviez un salon et une salle à manger. Alors, c'était des plus petites pièces. Il y avait une cuisine, un petit salon et une salle à manger, qui servait d'ailleurs souvent, rarement, parce que c'était le lieu, sauf pour les grandes familles, les familles nombreuses, quand vous aviez 6, 7 enfants. Mais autrement, la salle à manger, c'était plutôt pour recevoir. Maintenant, on reçoit de plus en plus dans la cuisine. Et puis maintenant, on a de plus en plus, ça aussi, ça dit des choses, ce qu'on appelle les pièces à vivre, où tout se mélange, le salon, le bureau, la cuisine, etc. Bon, ça veut dire qu'il y a beaucoup moins d'espace individuel, avec des petites chambres où les enfants ne jouent plus, on trouve plein de jouets dans le salon. Ça aussi, ça dit des choses. De euh, qui qui a une place particulière ou est-ce qu'il y a des espaces intimes ou est-ce que tout se vit ensemble? Bon, ce serait intéressant de voir ce que ça donnera sur les générations suivantes. Euh, dans les héritages, on voit, il y a des lésés et puis il y a les chouchous. Même si, bon, en France, on peut pas déshériter complètement un de ses enfants, mais enfin, on peut en privilégier un. Euh, il y a des héritages qui sont morcelés et ça brise le cœur. On dit oui, mais ça, cette maison-là, on voulait la garder et puis finalement, on va être obligé de la vendre parce que il faut la partager en 6 personnes. Puis vous avez au contraire des logements qui sont en indivision et qui peuvent être de véritables boulets parce que personne n'en veut et en même temps, on peut pas séparer, on peut pas vendre, on peut pas. Et, et donc, on partage. Moi, j'ai vu des histoires de conflits, par exemple, parce que donc c'est l'appartement à la montagne, et puis impossible les frères et sœurs n'arrivent pas à vivre ensemble, donc il y en a un qui l'utilise, il y a une sœur qui l'utilise l'été et une sœur qui l'utilise l'hiver, mais euh, mais les charges sont pas les mêmes, les vacances sont pas les mêmes, enfin, etc. Donc, ça crée des conflits. Et alors, je sais pas si les parents pensent toujours à ça ou s'ils y pensent, je sais pas. Ça dépend si on est sur des familles plus ou moins dysfonctionnelles. Mais nos lieux de vie et aller chercher les lieux de vie, voire revenir sur les lieux de vie, ça peut être très intéressant quand on travaille en psychogénéalogie. Euh,
Attention toutefois, revenir, dans pour voir une maison de l'enfance où on a vécu des bons souvenirs, très bien. Revenir sur, des des lieux de vie ou des lieux de mémoire. Alors je dis ça parce que moi je suis dans un département où vous avez, des lieux de mémoire liés, à la déportation, à l'accueil des réfugiés espagnols qui a été, calamiteux pour ne pas dire indigne, à l'accueil des harkis, à l'accueil des pieds noirs. Donc on a des mémorials et des, mémorials ou mémoriaux? J'ai un doute tout d'un coup. On a des espaces de mémoire où les gens viennent où des personnes viennent se recueillir. On a une maternité qui a accueilli des réfugiés et des femmes juives, la maternité d'Elne, et revenir sur des lieux comme ça, quand on a des histoires un peu douloureuses, il vaut mieux se faire accompagner, d'un proche, heu, voire d'un thérapeute si vous voulez, impulser un travail, psychogénéalogique, en profondeur. Mais tout ça pour dire que voilà, on va travailler sur les dates, on va travailler sur les événements, mais on va aussi travailler sur les lieux, ce qui est très intéressant. Voilà, à bientôt.